Depuis 1955, les Américains forment une nouvelle armée ouest-allemande. Certains craignent de voir le doigt allemand sur la gâchette nucléaire de l'OTAN. Le réarmement allemand rappelle des cauchemars à beaucoup d'Européens, aux Russes surtout. Les armes nouvelles inquiètent l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande. La RDA se sentait directement menacée par les armes nucléaires tactiques. Elle a donc accepté que l'armée soviétique, stationnée sur son territoire, se dote elle aussi d'armes nucléaires tactiques. Au cœur du territoire de l'Allemagne de l'Est, Berlin-Est est occupé conjointement par les anciens alliés de la guerre. À Berlin-Ouest, 12 000 soldats britanniques, américains et français sont entourés par un demi-million de soldats soviétiques et est-allemands. Les droits d'accès des Occidentaux sont protégés par l'accord des 4 puissances. Chaque jour, des milliers de gens circulent librement entre les secteurs soviétiques et occidentaux. La frontière ouverte de Berlin donne aux Allemands de l'Est accès à l'Ouest. Les dirigeants soviétiques et est-allemands veulent y mettre fin. Khrouchtchev pensait qu'il fallait faire pression sur les Américains. Et l'endroit évident pour cela était Berlin-Ouest. C'était donc une sorte de traitement de choc de la part de Khrouchtchev. En novembre 1958, l'Ouest rejette les propositions de Khrouchtchev à propos de Berlin. Khrouchtchev propose alors un traité de paix à Walter Ulbricht, le dirigeant est-allemand. C'est une menace aux droits des Occidentaux à Berlin. Il a dit qu'à moins de conclure un accord, Berlin serait rendu aux Allemands de l'Est dans les 6 mois. Nous y avons vu un ultimatum. Eisenhower avait l'impression que ce que les Soviétiques faisaient n'était pas vraiment dans leur intérêt. Selon lui, s'il devait y avoir un conflit armé entre les États-Unis et l'Union soviétique, cela dégénérerait rapidement en une guerre à grande échelle qui allait tout engouffrer. C'était cela le danger, le risque. Une nouvelle menace rouge sur Berlin-Ouest. L'exigence de Khrouchtchev que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne mettent un terme au pacte des 4 grandes puissances qui gouvernent Berlin pour la rendre à l'Allemagne de l'Est rouge laisse présager une nouvelle crise majeure. Les puissances occidentales ont réagi fermement, affirmant leur détermination à maintenir la ville libre. En quête d'un compromis sur le statut de Berlin, le secrétaire d'État américain John Foster Dulles consulte les alliés des États-Unis. Mais les discussions entre l'Ouest et l'Union soviétique n'aboutissent pas. C'est en tentant de trouver un compromis avec les Soviétiques que nous avons commencé à éprouver de sérieuses difficultés. Toute concession faite par l'Ouest aux Soviétiques était une érosion de la position des pays occidentaux. Entre-temps, les Soviétiques eux-mêmes s'étaient impliqués à Berlin d'une façon intolérable pour les Alliés. Il n'y avait donc déjà aucune issue possible. Aucune solution négociée possible. Mais les discussions persuadent Khrouchtchev de mettre de côté son ultimatum pour Berlin et de se rendre à l'Ouest. Il décide de voyager à bord de l'avion le plus grand au monde, de fabrication soviétique. En septembre 1959, Nikita Khrouchtchev devient le premier dirigeant soviétique à visiter les États-Unis. Khrouchtchev a obtenu ce qu'il voulait, soit une visite aux États-Unis où il serait traité en égal. En outre, il a obtenu un entretien avec Eisenhower qui, selon moi, lui a indiqué que s'il ne posait pas trop de gestes provoquants sur le terrain, il pourrait obtenir de plus en plus d'avantages des pays de l'Ouest. Lors de discussions avec Eisenhower, un nouvel esprit de coopération apaise la crise. Mais les espoirs de Khrouchtchev d'une trêve de la guerre froide ne durent que 6 mois. La veille du grand sommet de la paix à Paris, un avion espion américain U-2 est abattu dans l'espace aérien soviétique. Khrouchtchev est furieux.
Не летайте вы в социалистические страны. Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу? Ударим. Ударим, обучим уму-разуму. Le sommet échoue avant même de commencer. « 1959. L'Allemagne de l'Est célèbre 10 ans de réussite socialiste. Walter Ulbricht, le dirigeant du parti, vante le progrès industriel rapide et la démocratie socialiste que l'Allemagne n'a jamais connue avant. Les films de propagande dépeignent un paradis pour les ouvriers et les paysans. La réalité, ce sont plutôt les pénuries et le chaos. Les fermes privées ont été collectivisées de force et les ressources de l'État ont été investies dans l'industrie lourde aux dépens des biens de consommation. L'Allemagne de l'Est copie docilement le modèle soviétique, jusqu'au contrôle mental de ses habitants. Und so turnten dann 400 Einwohner Leipzigs gemeinsam mit Walter Ulbricht. Selon ses dirigeants, l'Allemagne de l'Est doit sa réussite à sa seule volonté. Mais en dépit du travail et de l'enthousiasme, seule l'aide soviétique maintient l'économie à flot. L'Allemagne de l'Est ne peut rivaliser avec la prospérité croissante de l'Ouest. La population de l'Est lorgnait vers l'Ouest avec ce que j'appellerais une certaine envie. Ils auraient aimé jouir du même confort, des mêmes biens, des mêmes possibilités. Et ils voyaient dans ce que nous appelions le socialisme à cette époque un système qui exigeait d'eux des sacrifices, sans rien d'autre que des promesses pour l'avenir. Tant et aussi longtemps que la frontière était ouverte, il était relativement facile de se rendre à l'Ouest. Il suffisait de prendre le métro et on était dans un autre monde. C'était vraiment un système de fou. Imaginez-vous passer du socialisme, entre guillemets, au capitalisme en 2 minutes. Tous les mois, des milliers d'Allemands de l'Est s'enfuient par la frontière ouverte de Berlin et trouvent refuge à l'Ouest. La plupart des réfugiés sont jeunes et qualifiés, mais leur départ est une hémorragie fatale pour l'économie est-allemande. Un contremaître d'une usine de l'Est ne savait pas combien d'ouvriers il aurait le lendemain, parce qu'une partie de sa main-d'œuvre l'avait quitté, avait quitté l'Est, avait fui le système pour se rendre à l'Ouest. Bien sûr, en Allemagne de l'Ouest, ils faisaient tout leur possible pour que ceux qui venaient de l'Est puissent trouver des emplois et mener une vie confortable. Devant cette fuite de ses concitoyens, Ulbricht s'inquiète. Il presse Khrouchtchev de reconnaître la souveraineté de l'Allemagne de l'Est et de lui donner le contrôle de ses propres frontières. Khrouchtchev, en apparence sympathique à sa cause, cherche à gagner du temps. L'idée d'un traité de paix distinct avec la RDA venait surtout d'Ulbricht, qui voulait que la RDA soit liée par des traités fixes et qu'elle tisse des liens politiques avec d'autres pays. Mais Khrouchtchev a soutenu qu'un traité de paix distinct allait intensifier la guerre froide. Ulbricht fait valoir qu'il ne pourra y avoir de paix durable en Europe tant que les deux États allemands, l'Est et l'Ouest, ne seront pas reconnus. Mais Moscou n'est pas pressé. La question allemande sera réglée au lendemain des élections présidentielles américaines. John Fitzgerald Kennedy est assermenté en janvier 1961. Il a fait campagne pour une politique étrangère américaine plus énergique. Kennedy accepte de rencontrer Khrouchtchev à Vienne en juin 1961. Le président arrive mal en point.
Son invasion de la baie des Cochons à Cuba contre Castro a échoué 6 semaines auparavant. Khrouchtchev en conclut que Kennedy est faible. Il décide de bousculer le nouveau président. Il croyait que ce jeune président manquait d'expérience, surtout après le fiasco de la baie des Cochons. Il n'est pas arrivé en position de force. Khrouchtchev a dit « Écoutez, il s'est passé bien des années et les pays occidentaux ne font rien à propos de l'Allemagne et du traité de paix, et surtout de Berlin-Ouest. Je vais donc insister fortement sur ce point lors de ma rencontre avec le nouveau président. » Khrouchtchev insistait constamment sur le fait qu'il disposait de soldats tout autour de Berlin-Ouest et qu'il pouvait prendre la ville quand il le voulait. Et Kennedy a répondu, « Eh bien, sans doute, mais nous avons combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et si nous sommes là, c'est de plein droit. » Il est devenu très émotif, très fâché. Ce jeune homme ne veut pas discuter avec moi de ce point très important. Et cela l'a rendu furieux. Ça a vraiment influencé son attitude. Il avait donc des sentiments partagés. D'une part, il accepte le fait qu'il a affaire à un dur, mais d'autre part, il juge qu'il n'a pas assez d'expérience, qu'il ne comprend pas très bien la politique étrangère. Khrouchtchev réitère son ultimatum et accroît le budget de l'armement soviétique. Kennedy demande à ses conseillers de dresser la liste des options militaires des États-Unis. Il était concevable qu'il n'y ait qu'une alternative, se rendre ou utiliser la force nucléaire, ce qui risquait de détruire à la fois l'Est et l'Ouest. Le président était donc très désireux de trouver un compromis. En juillet, Kennedy demande au Congrès des fonds supplémentaires pour la défense et il rappelle les réservistes. The source of world trouble and tension is Moscow, not Berlin. And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin. For the choice of peace or war is largely theirs, not ours. Of all the presidents, de tous les présidents de la guerre froide, c'est Kennedy qui a été le plus durement confronté à la menace nucléaire. Il a pris cela très au sérieux. Et il craignait parfois que Dieu l'ait mis sur Terre pour déclencher une guerre nucléaire. Mais pour lui, il n'était pas question de quitter Berlin. It would be a mistake for others to look upon Berlin because of its location as a tempting target. The United States is there. The United Kingdom and France are there. The pledge of NATO is there. And the people of Berlin are there. It is as secure in that sense as the rest of us. For we cannot separate its safety from our own. Il a énoncé très clairement qu'il allait défendre le statut de Berlin-Ouest et la présence de ses troupes là-bas. Mais lorsqu'il a fait ces déclarations, nous avons remarqué une chose. Dans son discours, il avait comparé la démarcation entre Berlin-Ouest et Berlin-Est à une frontière de la liberté. Il n'a pas parlé de libre circulation à travers cette frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il va de soi que nous n'allions pas nous disputer à propos de ce que faisaient les Soviétiques dans leur secteur de Berlin. Et il est vraisemblable que le discours de juillet ait aidé Khrouchtchev à comprendre la position américaine. À mesure que la crise de Berlin s'aggrave, le flot de réfugiés devient un torrent. On craint que l'Allemagne de l'Est ne s'écroule, entraînant l'OTAN et les forces soviétiques dans un conflit. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Pas nécessairement à cause de l'atmosphère uniquement, mais depuis des semaines, des milliers et des milliers de gens avaient traversé à l'ouest. Et tout le monde réalisait que d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne de l'Est allait réagir.
En juillet, les Allemands de l'Est sont désespérés. Ils implorent les Soviétiques de les laisser endiguer le flot. Заявление Ульбрихта в беседе с нашим послом говорило только о следующем. Ulbricht a informé notre ambassadeur qu'ils en avaient assez des promesses que nous leur avions faites de signer un traité de paix et de leur donner le contrôle. Des promesses faites en 1958, 59, 60 et de nouveau en 1961. Ulbricht a dit que toutes ces promesses n'avaient fait qu'encourager l'exode de la population. Ou nous agissions, ou nous cessions d'en parler. On renforce les contrôles à la frontière est-allemande. À l'insu des services occidentaux du renseignement, Khrouchtchev et Ulbricht envisagent des mesures plus sévères. Peu après, Moscou nous a avisé que Nikita Khrouchtchev acceptait la fermeture de la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest et proposait que l'on procède aux préparatifs. Le 12 août, les troupes soviétiques et est-allemandes sont mobilisées. À 23 heures, nous avons reçu nos ordres et on nous a dit qu'à minuit, la frontière avec Berlin-Ouest allait être fermée de force par les militaires. Tous les soldats étaient fortement armés. La milice populaire disposait de pistolets automatiques, de mitrailleuses et de toutes les armes disponibles. À l'aube, les soldats est-allemands sont prêts, rangés en ordre de bataille le long de la frontière du secteur. Ce sont les dernières heures de Berlin en tant que ville unifiée. Le dimanche 13 août, les Berlinois se réveillent dans une ville divisée. Sous la surveillance de gardes armés, les équipes d'ouvriers commencent à ériger une barrière de fils de fer barbelés au centre de la ville. Les préparatifs de Khrouchtchev ont tout fait pour minimiser cet événement, ou plutôt pour empêcher tout conflit militaire entre nous, les États-Unis et les pays occidentaux. Khrouchtchev a notamment dit à Ulbricht 2 jours avant l'événement qu'il pouvait construire ce mur, mais qu'il ne devrait pas empiéter même d'un pouce sur les droits des Américains et des Occidentaux. Nous nous attendions donc à une réaction très vive, mais pas à un conflit militaire entre nous. La barrière divise Berlin. Des familles sont séparées. Mon père m'a réveillée en disant « Sais-tu qu'ils ont fermé la frontière ?» C'était incompréhensible. Vous savez, c'était tellement étrange. Puis ma mère est entrée en pleurant avec ma sœur aînée et on s'est dit « Comment allons-nous ramener mon autre sœur ?» Cet été-là, ma sœur était restée chez ma tante, juste en banlieue de Berlin-Est. Nous avons donc pris la route, la S-Bahn, et c'était le chaos total. C'était terrible. Les gens pleuraient, criaient, certains avaient peur, d'autres étaient en colère. Et je me souviens que j'étais très effrayée. Je pensais que nous ne reverrions jamais ma sœur. Elle était perdue, pour ainsi dire. Les gens nous insultaient. Nous faisions simplement notre devoir, mais on nous criait après de tous les côtés. Les Berlinois de l'Ouest criaient après nous, tout comme les manifestants de l'Est. Nous étions coincés en plein milieu. Il y avait les barbelés, il y avait nous, les gardes, il y avait les Berlinois de l'Est et de l'Ouest. Pour un jeune, c'était terrible. La colère des Berlinois de l'Ouest déborde
Ils manifestent contre la division de leur ville. Ils ne peuvent croire que les alliés occidentaux laissent les barrières en place. Les manifestations continuent, mais l'Occident proteste du bout des lèvres. Le maire Willy Brandt tente de calmer les foules et il craint une effusion de sang si les manifestants attaquent les barrières. Les Alliés ne savent pas trop comment réagir, leurs droits n'ont pas été contestés. Erstmal waren wir wütend. Dann waren wir enttäuscht. Nous étions scandalisés et déçus également. Die Kommandanten dazu zu bewegen, Le maire n'avait pas réussi à persuader les commandants alliés de protester, même un peu. Les gens ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. Il a fallu près de 12 heures avant que l'on comprenne que le secteur intérieur de la frontière allait être complètement scellé. Personne ne savait trop quoi faire, quelle était l'envergure de ce geste. On s'était surtout concentré sur la menace, la possibilité d'une opération militaire pour empêcher les Soviétiques de pénétrer dans Berlin. Et voilà que soudain, tout le monde était soulagé de voir que les Soviétiques avaient trouvé une façon de résoudre leurs problèmes avec les réfugiés, de manière à ce que cela ne brime pas les droits des Alliés. Pour les Alliés, la frontière fermée stabilise la situation tendue à Berlin. Ce sont les Berlinois ordinaires et leurs familles qui en paient le prix. À Berlin-Est, un soldat y voit sa dernière chance de fuir. À 2 heures, j'ai donné des ordres à mes soldats. J'étais en avant et j'ai dispersé les autres afin de ne pas éveiller les soupçons. Personne n'a rien remarqué. De 2 heures à 4 heures, j'ai pensé à la situation en me demandant quelle était la bonne décision. Il me faudrait quitter mes parents et ma sœur. Finalement, je me suis décidé. À 4 heures, j'ai sauté par-dessus les fils barbelés. Je me suis alors retrouvé à l'ouest et on m'a accueilli avec des acclamations. J'étais le premier. Trois jours plus tard, on commence à remplacer les barbelés par des blocs de béton. Le mur de Berlin s'élève le long de la limite des secteurs scindant la ville en deux et encerclant complètement Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, le moral est bas. La confiance dans la protection des Alliés s'effrite. Furieux, le maire Willy Brandt écrit au président Kennedy et exige qu'il intervienne. Die Idee war eben, nachdem auch in Washington nichts passierte, die ganz Washington n'ayant pas réagi, il fallait faire comprendre clairement au président que le moral risquait de s'effondrer, de même que la confiance. oder ein Bruch passieren kann. Ein Vertrauenseinbruch. Und dass hier Il fallait faire davantage que se contenter de protester. Protest machen müsste. C'est sans doute un euphémisme de dire qu'il était furieux. Kennedy se disait qu'il avait montré qu'il était prêt à risquer une guerre pour défendre Berlin, et voilà qu'il était critiqué pour son inaction par, comme l'a dit quelqu'un, un simple maire. Mais Kennedy comprend qu'il doit poser un geste, montrer que les États-Unis veulent toujours défendre Berlin-Ouest. Il ordonne une démonstration de force. Un convoi de soldats américains est envoyé à Berlin par l'autoroute qui traverse l'Allemagne de l'Est. On veut ainsi tester la réaction de l'Allemagne de l'Est et réaffirmer les droits d'accès des Alliés à Berlin. Les Américains sont arrêtés et on les compte. Ils attendent et on les laisse passer.
Les soldats arrivent sans incident. Le vice-président américain Lyndon Johnson s'envole pour Berlin à titre de représentant personnel de Kennedy. Il est accompagné par le général Lucius Clay, le héros du pont aérien de Berlin. Johnson apporte un message du président Kennedy. He wants you to know that the pledge he has given to the freedom of West Berlin and to the rights of Western access to Berlin is firm. À l'Est, les gens risquent la mort en tentant de s'enfuir par les dernières brèches de la barrière. Soudain, j'ai vu mon ami partir en courant. Je me suis dit, mon Dieu, tu n'y arriveras pas. Et je ne pouvais pas courir. J'étais transformée en statue de sel. Puis une vieille femme m'a dit, « Vas-y petite, cours toi aussi. Tu es encore jeune, cours. » Je me suis mise à courir. Mon ami s'est blessé au visage, mais moi, j'ai juste déchiré mon chandail. À part cela, je n'étais pas blessée. Nous étions incroyablement heureuses. Nous avons ri, nous avons pleuré. Nous venions de réussir. De nombreux autres se sont élancés vers la liberté sur un coup de tête. Un jour, il n'est pas rentré à la maison. J'ai attendu et attendu. Il n'est pas rentré pendant la nuit ni le lendemain, et je me suis dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis mon beau-frère est venu. Vous ne le savez pas, a-t-il dit. Il est à l'ouest. Tout mon univers s'est écroulé. J'ai dû aller chercher ces choses à son travail. C'était comme prendre les affaires d'un mort. Heinz Carstens a ensuite aidé sa femme à s'échapper. Là où la frontière passe au milieu de la rue, les fenêtres donnent directement sur l'ouest. L'assistance aux fugitifs devient une tâche routinière pour le service des incendies de Berlin-Ouest. Les gens qui voulaient fuir, ceux qui voulaient quitter, avaient l'habitude de lancer de petits morceaux de papier par les fenêtres sur la Bernauer Straße. On y inscrivait le numéro de l'édifice, l'étage, la fenêtre, la seconde ou la troisième fenêtre, et l'heure, par exemple 10 heures, l'heure à laquelle il voulait sauter. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté, dans un filet tenu par des policiers et des pompiers de Berlin-Ouest. Voici ici un sauvetage encore plus extraordinaire. Quelques Allemands sympathiques à la cause d'une femme courageuse tentent d'assurer sa fuite. Pendant que la police communiste essaie de la retenir par la fenêtre, on la tire par les pieds vers la liberté. C'est une séquence à donner froid dans le dos que la caméra des Nouvelles du Jour capte jusqu'à sa conclusion dramatique. Elle est enfin sauve. Les Allemands de l'Est bloquent même cette dernière échappatoire. Les gens se sauvent par les lacs et les canaux, s'accrochent sous les trains,
se cachent dans les voitures, escaladent les barrières sous les tirs des gardes. Des centaines échouent, plusieurs y perdent la vie. Malgré la souffrance de la population, l'Allemagne de l'Est justifie le mur comme un rempart pour la paix. Quand on a posé les barbelés, l'argument principal était que la paix avait été préservée. Ce n'était pas une question de difficultés intérieures. Ulbricht a passé sous silence les problèmes économiques. On a toujours parlé de la barrière antifasciste. C'est ainsi qu'on la décrivait officiellement. Le rempart de protection. Les évasions continuent. Les tueries continuent. On coupe les lignes téléphoniques. Désormais, les deux villes ne peuvent plus se parler. Au rare point de contrôle des Alliés, la tension est grande. En octobre, un diplomate américain est arrêté par des gardes est-allemands au moment où il se rend à Berlin-Est. Les Américains décident de monter l'affaire en épingle et ils revendiquent leur droit de libre circulation à Berlin. Lucius Clay est de retour dans le décor. Clay disait que Berlin-Est était sous la responsabilité des Soviétiques et non des Allemands de l'Est. Il était résolu à ce que les Soviétiques reconnaissent leurs responsabilités. Afin de tester la réaction est-allemande, Clay donne l'ordre à des soldats américains armés d'escorter les véhicules à l'aller et au retour de la frontière à Checkpoint Charlie. Il m'a dit un jour, j'ai vite appris à négocier avec les Russes. S'il est une chose que les Russes comprennent, c'est la force. On ne doit jamais négocier avec les Russes si on n'est pas en situation de force. Pour illustrer son argument, Clay envoie des chars d'assaut à Checkpoint Charlie. Les Russes rappliquent avec leurs chars d'assaut et leurs fusils. Les deux camps sont face à face. Le téléphone a sonné au poste de commandement. Il a dit « Je dois parler au général Clay ». J'ai demandé qui était à l'appareil. Il a répondu « C'est l'officier de la police militaire à Checkpoint Charlie ». Il a ajouté « Bon Dieu, les Russes sont arrivés ici en force. Ils ont des chars d'assaut. Les ballons sont sur le point de sauter. Ça va merder. » La situation était dangereuse. Les chars se faisaient face. On a dit aux équipages de nos chars d'assaut de faire preuve de retenue, de ne pas chercher à provoquer. La gravité de la situation s'intensifiait d'heure en heure. Les troupes occidentales étaient sur un pied d'alerte. Le commandement stratégique aérien était en alerte. L'OTAN était en alerte. Les soldats étaient rassemblés partout dans le monde. Et personne ne savait où cela allait exploser ensuite si jamais il y avait une escalade à Berlin. Khrouchtchev a ordonné aux commandants des troupes soviétiques en Allemagne de riposter par la force si l'Ouest utilisait la force. Je recevais de l'information du quartier général soviétique en Allemagne par une ligne téléphonique. L'autre téléphone était relié au Kremlin. Dès que j'ai eu l'information, j'ai informé le Kremlin de ce qui se passait à Friedrichstrasse. Le président Kennedy avait envoyé un message à Khrouchtchev par un nouveau canal privé qui avait été installé seulement un mois plus tôt afin de relier la Maison-Blanche au Kremlin.
Le président Kennedy avait demandé à Khrouchtchev de faire le premier pas. Les Américains avaient envoyé un message. Ils disaient « Pour nous permettre de déplacer nos chars d'assaut sans perdre la face, vous devrez reculer vos chars d'une certaine distance. » Nos tanks étaient à 200 mètres des Américains. Le tank soviétique de tête a démarré son moteur et il a reculé de 5 à 10 mètres. Et on a reçu des instructions pour que les chars d'assaut américains se retirent exactement à la même distance. Ce n'était pas une raison suffisante pour déclencher une guerre. Khrouchtchev lui-même a dit « Nous n'allons pas déclencher une troisième guerre mondiale pour Berlin ». Les Américains l'ont compris, eux aussi. Les soldats se retirent, mais le mur subsiste. Les Allemands de l'Est le rehaussent et ils ajoutent des clôtures, des fils barbelés et des obstacles anti-chars. Pendant la première année, 50 Allemands se font tuer en tentant de passer à l'ouest. L'un d'eux avait 18 ans. Il s'appelait Peter Fechter. Les Américains se sont réunis. Les soldats se sont rassemblés d'un côté sans rien faire. Et de l'autre côté, les Allemands de l'Est ne bougeaient pas non plus. Les policiers restaient chacun de son côté, tandis que le jeune homme était recroquevillé. Je me souviens qu'il était étendu en forme de S et qu'il criait. Il pleurait, il appelait à l'aide. Et à mesure que les heures ont passé, sa voix affaiblit. C'était tellement pénible de voir un être humain en train de mourir au milieu de nulle part, entre deux camps qui se font face, n'osant pas intervenir par crainte de l'autre camp. C'était vraiment horrible. On était là à penser qu'il était en train de mourir et on ne pouvait rien faire. Je n'ai jamais connu une telle situation avant, ni ensuite, où on voit une personne en train de mourir et qu'on est complètement impuissant. Et je suis sûre que tout le monde autour de moi ressentait la même chose. Le mur est le symbole suprême de la cruauté de la guerre froide et de la division de l'Europe. Son message est amer. Peu importe ce qui arrive au-delà de cette ligne, l'Ouest peut protester, mais il ne peut pas s'ingérer. En fait, le mur était une échappatoire pour Khrouchtchev. Même si on discutait encore de l'affaire de Berlin, ce n'était plus l'état de crise, comme avant l'érection du mur. En 1963, le président Kennedy se rend à Berlin-Ouest. Indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
milliers de gens avaient traversé à l'ouest. Et tout le monde réalisait que d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne de l'Est allait réagir. En juillet, les Allemands de l'Est sont désespérés. Ils implorent les Soviétiques de les laisser endiguer le flot. Заявление Ульбрихта в беседе с нашим послом говорило только о следующем. Ulbricht a informé notre ambassadeur qu'ils en avaient assez des promesses que nous leur avions faites de signer un traité de paix et de leur donner le contrôle. Des promesses faites en 1958, 59, 60 et de nouveau en 1961. Ulbricht a dit que toutes ces promesses n'avaient fait qu'encourager l'exode de la population. Ou nous agissions, ou nous cessions d'en parler. On renforce les contrôles à la frontière est-allemande. À l'insu des services occidentaux du renseignement, Khrouchtchev et Ulbricht envisagent des mesures plus sévères. Peu après, Moscou nous a avisé que Nikita Khrouchtchev acceptait la fermeture de la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest et proposait que l'on procède aux préparatifs. Le 12 août, les troupes soviétiques et est-allemandes sont mobilisées. À 23 heures, nous avons reçu nos ordres et on nous a dit qu'à minuit, la frontière avec Berlin-Ouest allait être fermée de force par les militaires. Tous les soldats étaient fortement armés. La milice populaire disposait de pistolets automatiques, de mitrailleuses et de toutes les armes disponibles. À l'aube, les soldats est-allemands sont prêts, rangés en ordre de bataille le long de la frontière du secteur. Ce sont les dernières heures de Berlin en tant que ville unifiée. Le dimanche 13 août, les Berlinois se réveillent dans une ville divisée. Sous la surveillance de gardes armés, les équipes d'ouvriers commencent à ériger une barrière de fils de fer barbelés au centre de la ville. Les préparatifs de Khrouchtchev ont tout fait pour minimiser cet événement, ou plutôt pour empêcher tout conflit militaire entre nous, les États-Unis et les pays occidentaux. Khrouchtchev a notamment dit à Ulbricht de pays occidentaux. Khrouchtchev a notamment dit à Ulbricht 2 jours avant l'événement qu'il pouvait construire ce mur, mais qu'il ne devrait pas empiéter même d'un pouce sur les droits des Américains et des Occidentaux. Nous nous attendions donc à une réaction très vive, mais pas à un conflit militaire entre nous. La barrière divise Berlin. Des familles sont séparées. Mon père m'a réveillée en disant « Sais-tu qu'ils ont fermé la frontière ?» C'était incompréhensible. Vous savez, c'était tellement étrange. Puis ma mère est entrée en pleurant avec ma sœur aînée et on s'est dit « Comment allons-nous ramener mon autre sœur ?» Cet été-là, ma sœur était restée chez ma tante, juste en banlieue de Berlin-Est. Nous avons donc pris la route, la S-Bahn, et c'était le chaos total. C'était terrible. Les gens pleuraient, criaient, certains avaient peur, d'autres étaient en colère. Et je me souviens que j'étais très effrayée. Je pensais que nous ne reverrions jamais ma sœur. Elle était perdue, pour ainsi dire. Les gens nous insultaient. Nous faisions simplement notre devoir, mais on nous criait après de tous les côtés. Les Berlinois de l'Ouest criaient après nous, tout comme les manifestants de l'Est. Nous étions coincés en plein milieu.
Il y avait les barbelés, il y avait nous, les gardes, il y avait les Berlinois de l'Est et de l'Ouest. Pour un jeune, c'était terrible. La colère des Berlinois de l'Ouest déborde. Ils manifestent contre la division de leur ville. Ils ne peuvent croire que les alliés occidentaux laissent les barrières en place. Les manifestations continuent, mais l'Occident proteste du bout des lèvres. Le maire Willy Brandt tente de calmer les foules et il craint une effusion de sang si les manifestants attaquent les barrières. Les alliés ne savent pas trop comment réagir, leurs droits n'ont pas été contestés. S'écroule, entraînant l'OTAN et les forces soviétiques dans un conflit. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Pas nécessairement à cause de l'atmosphère uniquement, mais depuis des semaines, des milliers et des milliers de gens avaient traversé à l'ouest. Et tout le monde réalisait que d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne de l'Est allait réagir. En juillet, les Allemands de l'Est sont désespérés. Ils implorent les Soviétiques de les laisser endiguer le flot. Заявление Ульбрихта в беседе с нашим послом говорило только о следующем. Ulbricht a informé notre ambassadeur qu'ils en avaient assez des promesses que nous leur avions faites de signer un traité de paix et de leur donner le contrôle. Des promesses faites en 1958, 59, 60 et de nouveau en 1961. Ulbricht a dit que toutes ces promesses n'avaient fait qu'encourager l'exode de la population. Ou nous agissions, ou nous cessions d'en parler. On renforce les contrôles à la frontière est-allemande. À l'insu des services occidentaux du renseignement, Khrouchtchev et Ulbricht envisagent des mesures plus sévères. Peu après, Moscou nous a avisé que Nikita Khrouchtchev acceptait la fermeture de la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest et proposait que l'on procède aux préparatifs. Le 12 août, les troupes soviétiques et est-allemandes sont mobilisées. À 23 heures, nous avons reçu nos ordres et on nous a dit qu'à minuit, la frontière avec Berlin-Ouest allait être fermée de force par les militaires. Tous les soldats étaient fortement armés. La milice populaire disposait de pistolets automatiques, de mitrailleuses et de toutes les armes disponibles. À l'aube, les soldats est-allemands sont prêts, rangés en ordre de bataille le long de la frontière du secteur. Ce sont les dernières heures de Berlin en tant que ville unifiée. Le dimanche 13 août, les Berlinois se réveillent dans une ville divisée. Sous la surveillance de gardes armés, les équipes d'ouvriers commencent à ériger une barrière de fils de fer barbelés au centre de la ville. Ulbricht fait valoir qu'il ne pourra y avoir de paix durable en Europe tant que les deux États allemands, l'Est et l'Ouest, ne seront pas reconnus. Mais Moscou n'est pas pressé. La question allemande sera réglée au lendemain des élections présidentielles américaines. John Fitzgerald Kennedy est assermenté en janvier 1961. Il a fait campagne pour une politique étrangère américaine plus énergique. Kennedy accepte de rencontrer Khrouchtchev à Vienne en juin 1961. Le président arrive mal en point. Son invasion de la baie des Cochons à Cuba contre Castro a échoué 6 semaines auparavant. Khrouchtchev en conclut que Kennedy est faible.
il décide de bousculer le nouveau président. Il croyait que ce jeune président manquait d'expérience, surtout après le fiasco de la baie des cochons. Il n'est pas arrivé en position de force. Khrouchtchev a dit « Écoutez, il s'est passé bien des années et les pays occidentaux ne font rien à propos de l'Allemagne et du traité de paix, et surtout de Berlin-Ouest. Je vais donc insister fortement sur ce point lors de ma rencontre avec le nouveau président. » Khrouchtchev insistait constamment sur le fait qu'il disposait de soldats tout autour de Berlin-Ouest et qu'il pouvait prendre la ville quand il le voulait. Et Kennedy a répondu, « Eh bien, sans doute, mais nous avons combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et si nous sommes là, c'est de plein droit. » Il est devenu très émotif, très fâché. Ce jeune homme ne veut pas discuter avec moi de ce point très important. Et cela l'a rendu furieux. Ça a vraiment influencé son attitude. Il avait donc des sentiments partagés. D'une part, il accepte le fait qu'il a affaire à un dur, mais d'autre part, il juge qu'il n'a pas assez d'expérience, qu'il ne comprend pas très bien la politique étrangère. Khrouchtchev réitère son ultimatum et accroît le budget de l'armement soviétique. Kennedy demande à ses conseillers de dresser la liste des options militaires des États-Unis. Il était concevable qu'il n'y ait qu'une alternative, se rendre ou utiliser la force nucléaire, ce qui risquait de détruire à la fois l'Est et l'Ouest. Le président était donc très désireux de trouver un compromis. En juillet, Kennedy demande au Congrès des fonds supplémentaires pour la défense et il rappelle les réservistes. Khrouchtchev a ordonné au commandant des troupes soviétiques en Allemagne de riposter par la force si l'Ouest utilisait la force. Je recevais de l'information du quartier général soviétique en Allemagne par une ligne téléphonique. L'autre téléphone était relié au Kremlin. Dès que j'ai eu l'information, j'ai informé le Kremlin de ce qui se passait à Friedrichstrasse. Le président Kennedy avait envoyé un message à Khrouchtchev par un nouveau canal privé qui avait été installé seulement un mois plus tôt afin de relier la Maison-Blanche au Kremlin. Le président Kennedy avait demandé à Khrouchtchev de faire le premier pas. Les Américains avaient envoyé un message. Ils disaient « Pour nous permettre de déplacer nos chars d'assaut sans perdre la face, vous devrez reculer vos chars d'une certaine distance. » Nos tanks étaient à 200 mètres des Américains. Le tank soviétique de tête a démarré son moteur et il a reculé de 5 à 10 mètres. Et on a reçu des instructions pour que les chars d'assaut américains se retirent exactement à la même distance. Ce n'était pas une raison suffisante pour déclencher une guerre. Khrouchtchev lui-même a dit « Nous n'allons pas déclencher une troisième guerre mondiale pour Berlin ». Les Américains l'ont compris, eux aussi. Les soldats se retirent, mais le mur subsiste. Les Allemands de l'Est le rehaussent et ils ajoutent des clôtures, des fils barbelés et des obstacles anti-chars. Pendant la première année, 50 Allemands se font tuer en tentant de passer à l'ouest. L'un d'eux avait 18 ans. Il s'appelait Peter Fechter. Les Américains se sont réunis. Les soldats se sont rassemblés d'un côté sans rien faire. Et de l'autre côté, les Allemands de l'Est ne bougeaient pas non plus. Les policiers restaient chacun de son côté, tandis que le jeune homme était recroquevillé. Je me souviens qu'il était étendu en forme de S et qu'il criait. Il pleurait, il appelait à l'aide. Et à mesure que les heures ont passé, sa voix affaiblit.
C'était tellement pénible de voir un être humain en train de mourir au milieu de nulle part, entre deux camps qui se font face, n'osant pas... Vous ne le savez pas, a-t-il dit. Il est à l'ouest. Tout mon univers s'est écroulé. J'ai dû aller chercher ces choses à son travail. C'était comme prendre les affaires d'un mort. Heinz Carstens a ensuite aidé sa femme à s'échapper. Là où la frontière passe au milieu de la rue, les fenêtres donnent directement sur l'ouest. L'assistance aux fugitifs devient une tâche routinière pour le service des incendies de Berlin-Ouest. Les gens qui voulaient fuir, ceux qui voulaient quitter, avaient l'habitude de lancer de petits morceaux de papier par les fenêtres sur la Bernauer Straße. On y inscrivait le numéro de l'édifice, l'étage, la fenêtre, la seconde ou la troisième fenêtre, et l'heure, par exemple 10 heures, l'heure à laquelle il voulait sauter. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté dans un filet tenu par des policiers et des pompiers de Berlin-Ouest. Voici ici un sauvetage encore plus extraordinaire. Quelques Allemands sympathiques à la cause d'une femme courageuse tentent d'assurer sa fuite. Pendant que la police communiste essaie de la retenir par la fenêtre, on la tire par les pieds vers la liberté. C'est une séquence à donner froid dans le dos que la caméra des Nouvelles du Jour capte jusqu'à sa conclusion dramatique. Elle est enfin sauve. Les Allemands de l'Est bloquent même cette dernière échappatoire. Les gens se sauvent par les lacs et les canaux, s'accrochent sous les trains, se cachent dans les voitures, escaladent les barrières sous les tirs des gardes. Des centaines échouent, plusieurs y perdent la vie. Malgré la souffrance de la population, l'Allemagne de... L'assistance aux fugitifs devient une tâche routinière pour le service des incendies de Berlin-Ouest. Les gens qui voulaient fuir, ceux qui voulaient quitter, avaient l'habitude de lancer de petits morceaux de papier par les fenêtres sur la Bernauer Straße. On y inscrivait le numéro de l'édifice, l'étage, la fenêtre, la seconde ou la troisième fenêtre, et l'heure, par exemple 10 heures, l'heure à laquelle il voulait sauter. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté dans un filet tenu par des policiers et des pompiers de Berlin-Ouest. Voici ici un sauvetage encore plus extraordinaire. Quelques Allemands sympathiques à la cause d'une femme courageuse tentent d'assurer sa fuite. Pendant que la police communiste essaie de la retenir par la fenêtre, on la tire par les pieds vers la liberté. C'est une séquence à donner froid dans le dos que la caméra des Nouvelles du Jour capte jusqu'à sa conclusion dramatique. Elle est enfin sauve. Les Allemands de l'Est bloquent même cette dernière échappatoire. Les gens se sauvent par les lacs et les canaux,
s'accrochent sous les trains, se cachent dans les voitures, escaladent les barrières sous les tirs des gardes. Des centaines échouent, plusieurs y perdent la vie. Malgré la souffrance de la population, l'Allemagne de l'Est justifie le mur comme un rempart pour la paix. Quand on a posé les barbelés, l'argument principal était que la paix avait été préservée. Ce n'était pas une question de difficultés intérieures. Ulbricht a passé sous silence les problèmes économiques. On a toujours parlé de la barrière antifasciste. C'est ainsi qu'on la décrivait officiellement. Le rempart de protection. Les évasions continuent. Les tueries continuent. On coupe les lignes téléphoniques. Désormais, les deux villes ne peuvent plus se parler. Aux rares points de contrôle des Alliés, la tension est grande de leur ville. Ils ne peuvent croire que les Alliés occidentaux laissent les barrières en place. Les manifestations continuent, mais l'Occident proteste du bout des lèvres. Le maire Willy Brandt tente de calmer les foules et il craint une effusion de sang si les manifestants attaquent les barrières. Les Alliés ne savent pas trop comment réagir. Leurs droits n'ont pas été contestés. Erstmal waren wir wütend. Dann waren wir enttäuscht. Nous étions scandalisés et déçus également. Die Kommandanten dazu zu bewegen, Le maire n'avait pas réussi à persuader les commandants alliés de protester, même un peu. Les gens ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. Il a fallu près de 12 heures avant que l'on comprenne que le secteur intérieur de la frontière allait être complètement scellé. Personne ne savait trop quoi faire, quelle était l'envergure de ce geste. On s'était surtout concentré sur la menace, la possibilité d'une opération militaire pour empêcher les Soviétiques de pénétrer dans Berlin. Et voilà que soudain, tout le monde était soulagé de voir que les Soviétiques avaient trouvé une façon de résoudre leurs problèmes avec les réfugiés, de manière à ce que cela ne brime pas les droits des Alliés. Pour les Alliés, la frontière fermée stabilise la situation tendue à Berlin. Ce sont les Berlinois ordinaires et leurs familles qui en paient le prix. À Berlin-Est, un soldat y voit sa dernière chance de fuir. À 2 heures, j'ai donné des ordres à mes soldats. J'étais en avant et j'ai dispersé les autres afin de ne pas éveiller les soupçons. Personne n'a rien remarqué. De 2 heures à 4 heures, j'ai pensé à la situation en me demandant quelle était la bonne décision. Il me faudrait quitter mes parents et ma sœur. Finalement, je me suis décidé. À 4 heures, j'ai sauté par-dessus les fils barbelés. Je me suis alors retrouvé à l'ouest et on m'a accueilli avec des acclamations. J'étais le premier. Trois jours plus tard, on commence à remplacer les barbelés par des blocs de béton. Soudain, j'ai vu mon ami partir en courant. Je me suis dit, mon Dieu, tu n'y arriveras pas. Et je ne pouvais pas courir. J'étais transformée en statue de sel. Puis une vieille femme m'a dit, « Vas-y, petite, cours toi aussi. Tu es encore jeune, cours. » Je me suis mise à courir. Mon ami s'est blessé au visage, mais moi, j'ai juste déchiré mon chandail. À part cela, je n'étais pas blessée. Nous étions incroyablement heureuses. Nous avons ri,
Nous avons pleuré. Nous venions de réussir. De nombreux autres se sont élancés vers la liberté sur un coup de tête. Un jour, il n'est pas rentré à la maison. J'ai attendu et attendu. Il n'est pas rentré pendant la nuit ni le lendemain, et je me suis dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis mon beau-frère est venu. Vous ne le savez pas, a-t-il dit. Il est à l'ouest. Tout mon univers s'est écroulé. J'ai dû aller chercher ces choses à son travail. C'était comme prendre les affaires d'un mort. Heinz Carstens a ensuite aidé sa femme à s'échapper. Là où la frontière passe au milieu de la rue, les fenêtres donnent directement sur l'ouest. L'assistance aux fugitifs devient une tâche routinière pour le service des incendies de Berlin-Ouest. Les gens qui voulaient fuir, ceux qui voulaient quitter, avaient l'habitude de lancer de petits morceaux de papier par les fenêtres sur la Bernauer Straße. On y inscrivait le numéro de l'édifice, l'étage, la fenêtre, la seconde ou la troisième fenêtre, et l'heure, par exemple 10 heures, l'heure à laquelle il voulait sauter. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté.